Bonjour à tous. Bienvenue sur Mystérieuses affaires criminelles. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une jeune femme qui croyait encore aux rêves. Depuis qu'elle était toute petite, elle ne voyait qu'une seule chose quand elle fermait les yeux. Des caméras, des plateaux, des scripts. Hollywood. Ce nom résonnait dans sa tête comme un appel. Une promesse d'évasion, de réussite, de lumière. Elle ne rêvait pas d'être célèbre. Elle rêvait de vivre sa passion, d'exister dans un monde où la magie du cinéma transforme les rêves en réalité, mais à Hollywood, tout n'est pas que strass et glamour. Parfois, les projecteurs masquent les pires ténèbres. Dans cette vidéo, on revient sur une affaire, un drame glaçant qui révèle les dessous les plus sombres du rêve hollywoodien. Une histoire vraie, choquante et essentielle. Alors souvenez-vous d'une chose, ce n'est pas l'ambition qui tue, c'est la confiance accordée aux mauvaises personnes. Bienvenue dans l'affaire Christine Johnson, et préparez-vous. Ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Christine Johnson a vu le jour en 1981 à Santa Clara, en Californie, aux États-Unis. Tout le monde l'appelait Christy. Elle vivait avec ses parents, sa mère Teresa et son père Kirk Johnson. Alors qu'elle n'était encore qu'un bébé, Christine et ses parents ont déménagé de Californie dans la petite ville de Saugatuck, située dans le Michigan. C'était une petite ville tranquille et calme, avec une baie paisible et une population de moins de 1000 habitants. La ville était charmante et jolie. On aurait dit que c'était l'endroit le plus sûr où l'on pouvait espérer construire un avenir heureux. Le taux de criminalité y était extrêmement bas. Les habitants ne fermaient même pas les portes de leur maison, n'ayant aucune crainte de malfaiteurs. L'unité de la communauté locale reposait sur le fait que tout le monde se connaissait. La jeune Christine avait un frère, Derek, de quelques années plus vieux qu'elle. Leur famille semblait unie et heureuse. Cependant, cette idyllique famille a été brisée lorsque les époux Johnson ont décidé de se séparer. Cependant, ils sont restés en bons termes pour le bien des enfants. Christine et son frère vivaient tour à tour avec leur père et leur mère, comme le stipulait le plan de garde. Cette situation a rapidement amené la jeune fille à se familiariser avec les tâches domestiques. À partir de ses 12 ans, elle a commencé à aider sa mère, notamment en ce qui concernait le budget familial. Christine cherchait à trouver un emploi, même modeste, afin d'être indépendante et de ne pas demander d'argent à ses parents. Plus tard, son frère aîné est parti à l'armée, décidant de devenir militaire professionnel. Pendant ce temps, Christine poursuivait ses études au lycée. Une fois devenue autonome, Christine a pris sa vie en main. Cela a été facilité par son intelligence, ainsi que par sa beauté naturelle. De plus, elle était extrêmement joyeuse, enthousiaste et une interlocutrice intéressante. Christine avait une apparence remarquable, due en grande partie à son mode de vie actif et sain. Ses proches admiraient sa beauté et lui conseillaient de tenter sa chance à Hollywood. Elle adorait particulièrement la voile, le surf et tout ce qui touchait à l'eau. Elle pratiquait ses sports lorsqu'elle se rendait en Californie pour rendre visite à sa grand-mère. Cependant, dès qu'elle revenait au Michigan, Christine se sentait nostalgique de ses passions et il lui fallait un certain temps pour se réadapter. Là-bas, elle s'est intéressée au théâtre en rejoignant un petit club d'acteurs. En hiver, elle travaillait comme serveuse dans un café local. Elle était une véritable perle pour le propriétaire de l'établissement, car elle était très gentille, polie et sociable, attirant ainsi davantage de clients. À cette époque, Christine nourrissait de plus en plus l'idée de quitter leur petite ville de Saugatuck. L'atmosphère calme de la province ne lui convenait plus. Christine pensait qu'elle méritait mieux et qu'elle voulait une autre vie que celle de servir de la nourriture dans un café. Elle était convaincue qu'il n'y avait pas de grande perspective pour elle dans cette ville. En 1999, elle a obtenu son diplôme de lycée. Enfin, elle avait suffisamment de liberté pour commencer à construire sa vie et son chemin vers le succès. Après avoir réfléchi à sa situation, elle a décidé de partir à la recherche d'elle-même. Elle a voyagé dans différentes villes, travaillé là-bas, s'est essayée à divers métiers. Finalement, elle a choisi de s'installer en Californie en l'an 2000, un endroit qu'elle adorait. Le climat était parfait et il y avait bien plus d'opportunités pour réaliser son potentiel. Elle s'est installée d'abord chez sa grand-mère, dans une petite ville balnéaire de Santa Maria, comptant 100 000 habitants. Mais malgré la proximité de toutes ses distractions préférées,
Christine a commencé par s'occuper des choses sérieuses. La première étape a été de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins, ce qui était très important pour elle. Elle a trouvé un poste d'administratrice système dans une entreprise d'énergie de la ville. Ensuite, elle s'est consacrée à son éducation. Elle a décidé de s'inscrire à l'Université de Californie, située à 40 minutes de route de chez sa grand-mère. Elle a réussi son admission et s'est acheté une voiture avec l'argent qu'elle avait économisé. Mais même avec une voiture, le trajet était un problème. Cela lui prenait beaucoup de temps. C'est pourquoi Christine a commencé à chercher un emploi plus proche. C'est ainsi qu'elle a eu son premier contact avec son rêve, Hollywood. Elle a réussi à décrocher un travail à temps partiel dans une équipe de tournage qui prévoyait de filmer un film. Son expérience dans le club de théâtre lui a permis de s'intégrer facilement dans ce nouvel environnement de travail. En conséquence, elle a été embauchée comme assistante sur le plateau de tournage d'un thriller. C'est là qu'elle a rencontré des gens qui vivaient pour Hollywood. Ce fut un véritable moment de gloire pour cette jeune fille de province. Elle discutait avec des acteurs et des réalisateurs mondialement connus et était incroyablement heureuse. Christine n'arrivait tout simplement pas à croire qu'elle parlait avec des célébrités. Elle était littéralement absorbée par le monde du cinéma. Ce travail l'a tellement inspirée que la jeune Christine a voulu être plus proche de ce milieu. Elle s'est inscrite à des cours professionnels de maquillage où des maquilleurs hollywoodiens lui ont enseigné leur art. Une fois ses compétences acquises, elle a envisagé de devenir maquilleuse sur les plateaux de tournage. Pour cela, elle avait l'intention de se rendre dans la ville de ses rêves, Los Angeles. Bien que ce soit un voyage assez risqué, sa curiosité était plus forte que la peur de l'inconnu. Christine était attirée par Hollywood. Finalement, elle a déménagé à Los Angeles, où se trouvent plusieurs studios de cinéma célèbres. Ce fut une véritable période de tentation pour la jeune beauté, mais elle a fait preuve des meilleures manières qu'une jeune fille puisse avoir. Elle ne menait pas une vie débridée, malgré les courants populaires dans la communauté où elle se trouvait. Elle évitait les sorties et les soirées. Christine était assez modeste. Elle avait un petit ami, celui avec qui elle s'était liée il y a quelques années et avec qui elle continuait à entretenir une relation, malgré la distance. Puis, il est venu s'installer avec elle. Ensemble, ils ont décidé de louer un appartement à Los Angeles à partir de 2002. Ils n'avaient pas encore de stabilité financière, donc cela leur était avantageux à tous les deux. Ce fut une aventure difficile, mais Christine ne s'est pas découragée et a commencé à chercher un emploi à temps plein. Cependant, cela s'est avéré compliqué. Elle ne trouvait que des petits boulots, sans emploi stable. La majeure partie de leur budget était fournie par son petit ami. Entre-temps, la relation entre Christine et Todd est devenue de plus en plus tendue. Plus tard, Christine s'est plainte à sa mère que leur dispute verbale se terminait de plus en plus souvent par des violences physiques de sa part. Elle s'était retrouvée piégée dans une relation toxique, également étranglée financièrement. Sa mère a commencé à chercher pour elle un nouveau logement afin qu'elle puisse déménager. Christine a fui de chez son petit ami, s'installant dans un petit appartement. Elle a continué à étudier à distance. Pendant ce temps, son père lui apportait un bon soutien financier. Il espérait que sa fille trouverait enfin sa place et sa vocation dans la vie, c'est pourquoi il voulait l'aider. En novembre 2002, Christine a enfin trouvé un emploi dans une entreprise de téléphonie mobile. Mais cet emploi était loin de ses idéaux. Ni le domaine d'activité, ni le revenu ne correspondaient à ses attentes. De plus, elle n'a pas réussi à trouver un logement convenable près de son travail. Sa mère a trouvé une maison confortable dans la ville voisine de Santa Monica, à côté de Los Angeles, mais elle devait la partager avec 2 autres filles. Cependant, cette maison était située près de la plage, dans un quartier résidentiel animé. C'était l'endroit idéal pour se remettre sur pied. C'est pourquoi Christine a déménagé là-bas. À cette période, elle a changé d'université pour celle de Santa Monica. Les rêves de Christine de devenir une star d'Hollywood ne se sont pas réalisés. Elle n'a pas pu commencer à bâtir sa carrière. Ses relations se sont effondrées. Elle a littéralement recommencé sa vie à zéro. Mais elle ne s'est pas découragée et a continué de poursuivre son rêve. Le 15 février 2003, elle avait prévu d'aller à une soirée. Avant cela, la jeune beauté s'est rendue au centre commercial. Elle parlait beaucoup avec sa mère au téléphone, discutant de ses projets pour l'avenir. C'était le dernier appel qu'elle a passé à ses proches. Le lendemain, dimanche 16 février 2003, sa mère attendait un appel de sa part
pour qu'elle lui raconte sa journée. Mais Christine n'a pas donné de nouvelles. La mère a essayé de l'appeler elle-même, mais le téléphone était hors ligne. Au début, cela ne suscitait pas beaucoup d'inquiétude car sa fille pouvait être en train de se reposer ou de travailler et ne pas entendre le téléphone. Cependant, le lendemain, Christine n'a toujours pas donné de nouvelles. Vers 9 heures du matin, la mère a appelé l'entreprise où sa fille travaillait. Christine était toujours joignable par téléphone et répondait normalement. Mais cette fois-ci, c'est un répondeur qui lui a répondu. Alors, la mère a contacté son responsable, qui lui a dit que Christine ne s'était pas présentée au travail. Il a aussi précisé que Christine était une employée très fiable et qu'au cours des 3 derniers mois, elle n'avait eu ni retard ni absence. C'est pourquoi son absence a surpris tout le monde. Cependant, eux aussi n'avaient pas pu la joindre. Selon le responsable, la dernière fois qu'on avait vu l'employé, c'était le 14 février. Un de ses amis au travail a raconté que Christine s'apprêtait à aller à une soirée. La mère de la disparue est allée sur la page de sa fille sur les réseaux sociaux, mais n'a trouvé aucune information utile concernant cette soirée. La jeune femme n'avait pas publié de photos de cet événement. Bien qu'auparavant elle gérait activement sa page, documentant littéralement chaque étape de sa vie, elle n'avait plus rien posté depuis son dernier contact. Sa mère a également vérifié les opérations sur les comptes bancaires de sa fille, mais depuis qu'elle avait cessé de donner des nouvelles, aucune transaction n'avait été effectuée. La mère a appelé tous les hôpitaux, mais Christine n'était inscrite nulle part. Le 17 février, la mère a décidé de contacter le département de police de Santa Monica et a signalé la disparition de sa fille de 21 ans. Les enquêteurs ont vérifié si une jeune femme correspondant à sa description avait été impliquée dans des accidents de la route ces derniers jours, mais ils n'ont rien trouvé. Les voisines de la jeune femme n'avaient également rien entendu à son sujet depuis sa disparition. Les policiers se sont tournés vers son ancien petit ami, Todd, avec qui elle avait entretenu une relation assez turbulente et parfois violente. L'hypothèse était qu'il pourrait avoir retrouvé sa petite amie fuyante et lui avoir fait quelque chose, mais il niait l'avoir vue. Les voisines ont fourni des informations superficielles, précisant avoir vu Christine le samedi 15 février en train de se préparer pour une soirée. Mais elles ne savaient ni avec qui elle était, ni où elle allait. C'est ce que les collègues de Christine ont déclaré à sa mère. C'est la première piste dans cette affaire. Les enquêteurs ont commencé à vérifier ces informations. Plus tard, un nouveau détective a pris en charge l'affaire. Dès qu'il a consulté les documents collectés, la photo de la disparue l'a choqué. La victime était très ressemblante à une autre jeune femme disparue, retrouvée morte en 1995. Cette jeune femme était une mannequin débutante et elle avait été invitée à une séance photo pour le magazine Glossy Photographer. Mais cette séance photo ne devait jamais avoir lieu. La victime s'appelait Linda Sobik et son meurtrier était le photographe Charles Redban. Il avait trompé la belle blonde pour l'attirer en dehors de la ville où il avait abusé d'elle et l'avait tuée. Mais le policier savait aussi que le meurtrier de Linda était déjà en prison à ce moment-là et ne pouvait donc pas être impliqué dans cette affaire. Cependant, cela pourrait être un imitateur de Charles, inspiré par son inventivité, qui agissait selon son mode opératoire. Les détectives devaient trouver quelque chose de lié à la jeune femme, c'est pourquoi sa voiture, une Mazda blanche, a été mise en recherche. Parallèlement, en discutant avec la mère, les enquêteurs ont appris plus de détails sur l'ex-petit ami de la jeune femme, Todd, ainsi que sur son nouveau copain, Lucas. Cependant, la mère savait très peu de choses sur Lucas. Elle ne connaissait même pas son nom de famille, ce qui compliquait les recherches. Plus de 48 heures s'étaient écoulées, ce qui est une période critique pour retrouver une personne disparue. Les policiers pensaient sérieusement que Christine n'était probablement plus en vie. Ils ont commencé à analyser les données de facturation du téléphone mobile de la disparue. Il a été révélé que le dernier appel sortant de son téléphone avait eu lieu à 17h34, le 15 février. Elle avait appelé le service d'annuaire au numéro 411, ce qui pouvait signifier qu'elle était en difficulté et qu'elle essayait de clarifier une adresse ou un numéro de téléphone. La conversation avait duré environ 3 minutes, ce qui signifiait que cela avait pu être une communication assez importante pour l'enquête. Mais il était impossible de connaître le contenu exact de cet appel. Ces appels n'étaient pas enregistrés. Après cet appel, le téléphone portable de la jeune femme s'est déchargé.
Il a été localisé pour la dernière fois près du boulevard Ventura. Après cela, les policiers ont contacté les médias pour les impliquer dans l'enquête. Les titres des journaux ont immédiatement fait état de la disparition de Christine en suggérant une similitude avec le meurtre de Linda. Les enquêteurs ont fouillé l'appartement où vivait Christine à la recherche de pistes potentielles. Ils ont trouvé un reçu d'un magasin de lingerie daté du 15 février, le jour de la disparition de la jeune femme. Les policiers ont découvert que Christine continuait à communiquer avec son ex-petite amie, malgré son comportement agressif. Elle lui rendait parfois visite, et la dernière visite avait eu lieu le 7 février. Mais la première véritable piste sérieuse que les détectives ont trouvée est survenue lorsqu'ils ont examiné les informations de l'email de la disparue. Le 13 février, Christine avait envoyé un message à l'organisateur de la fête. Elle avait indiqué qu'elle attendait avec impatience l'événement et qu'elle comptait acheter un billet. Il lui avait répondu que tous les billets étaient vendus, mais qu'elle avait été ajoutée à une liste d'attente. C'était une manœuvre courante des organisateurs d'événements avec des célébrités qui cherchaient à tromper les visiteurs en leur proposant d'acheter des billets VIP à un prix gonflé. Les policiers ont finalement retrouvé le nouveau petit ami de Christine, Lucas, et ont discuté avec lui. Il a raconté qu'il avait vu Christine pour la dernière fois le 14 février, la veille de sa disparition. Ils avaient passé la soirée à regarder un film ensemble, puis ils s'étaient dit au revoir. Le garçon a réussi le test du polygraphe. Il avait un alibi et ne suscitait aucune suspicion chez les enquêteurs. Ensuite, les détectives ont interrogé son ex, Todd, mais lui aussi avait un alibi. Il était en voyage et plusieurs personnes ont confirmé cela. Parmi toutes les hypothèses, celle de la fête à laquelle Christine se rendait avant de disparaître intéressait le plus les policiers. Ils pensaient que la clé de l'énigme se trouvait ici. Les enquêteurs ont contacté les organisateurs de l'événement et ont été choqués. Il s'est avéré que Christine n'avait ni acheté de billets ni assisté à la fête. Mais alors, où pouvait-elle être allée? Pour reconstituer la chronologie des événements de cette soirée fatale, les policiers ont vérifié les transactions payées avec la carte bancaire de la disparue. Grâce à cela, les agents ont pu retrouver et vérifier tous les magasins où Christine s'était rendue ce jour-là. Ils cherchaient des enregistrements de caméras de surveillance ou des événements inhabituels où des indices auraient pu être capturés. Cette vérification a pris beaucoup de temps. Pendant que les policiers étudiaient toutes ces informations, un appel inquiétant est arrivé à la police. Une femme nommée Susan Murphy a signalé un homme suspect. Elle a raconté une courte histoire sur une rencontre dans un magasin avec un certain Victor Thomas, qui se présentait comme un représentant d'une société de production cinématographique organisant un casting pour le nouveau James Bond. Elle a expliqué qu'il faisait pression sur elle, l'invitant à jouer le rôle de la petite amie de James Bond en la complimentant sur sa beauté. Il tentait de la convaincre de participer au casting, mais elle le trouvait suspect et a réussi à décliner son invitation au dernier moment. Pour se protéger, son mari, ancien policier, l'a accompagné à la rencontre. Il a personnellement parlé à Victor et essayé d'obtenir des informations sur ses intentions. Cependant, Victor s'est enfui sans fournir de renseignements utiles, mais Suzanne a vérifié tout ce qu'elle savait à propos de lui et il s'est avéré qu'il mentait. Victor Thomas n'avait aucun lien avec le cinéma et une telle personne n'existait tout simplement pas. Il était probable que cet homme ait inventé cette histoire, tout comme le meurtrier de Linda Sobik, dans le but de se rapprocher d'une belle jeune femme. Bien que l'histoire avec Suzanne se soit bien terminée, Victor était toujours en liberté et pourrait continuer à faire ses affaires. Par conséquent, il était urgent de vérifier ces informations et de retrouver Victor. Il était possible qu'il ait eu de mauvaises intentions. Les enquêteurs ont vérifié tous les magasins où Christine avait fait des achats le jour de sa disparition, ont examiné les enregistrements des caméras, mais n'ont trouvé rien d'intéressant. Ils ont alors décidé de se rendre dans les magasins et de parler au personnel. En discutant avec les vendeurs, les policiers ont décrit Victor qui importunait les belles jeunes femmes. Dans un des magasins, la vendeuse a dit qu'elle avait vu un homme ressemblant à la description, mais elle n'a pas pu fournir d'autres indices précieux. Un artiste est arrivé pour réaliser le portrait robot du suspect. La recherche de Christine prenait de l'ampleur. Les policiers ont envoyé des chiens et des volontaires dans le quartier où elle avait eu son dernier contact et avait appelé le service d'annuaire. Pendant ce temps, les patrouilles et les bénévoles cherchaient la voiture et la disparue. De nombreuses informations sont arrivées à la police, affirmant qu'une voiture ressemblant à celle de Christine
avait été vu quelque part, mais tout cela s'est avéré faux. Le 24 février, un appel important est enfin parvenu à la police. Sur le parking, situé près du centre commercial où Christine avait fait ses courses, sa voiture, une Mazda blanche, a été retrouvée. Un criminologue est venu sur place pour effectuer un examen minutieux, collecter des empreintes digitales et toutes les preuves possibles. À l'intérieur de l'habitacle, il y avait une bouteille d'eau à l'arrière. Ils ont également trouvé le téléphone portable de la disparue sur le siège avant. Mais ce qui a vraiment étonné les enquêteurs, c'est lorsqu'ils ont parlé avec le gardien du parking. L'homme se souvenait qu'il s'était produit un petit incident avec cette voiture. Le véhicule était arrivé à 17h45, mais l'emplacement était déjà réservé pour un autre client. Un homme en est sorti et, après avoir été informé de la situation, il a réagi de manière agressive face à l'avertissement du gardien. Il a simplement jeté les clés de la voiture sur le sol et est parti sans explication. Il n'y avait personne dans la voiture à ce moment-là. Malheureusement, le parking n'était pas équipé de caméras de surveillance, ce qui empêchait d'identifier le conducteur. Il n'y avait aucune piste, alors les détectives sont revenus à l'analyse des achats faits par Christine ce jour-là et ont été stupéfaits. Le jour de sa disparition, Christine avait acheté un ensemble de vêtements identiques à celui demandé à Suzanne. Lorsque Victor avait invité Suzanne à participer au casting, il lui avait demandé d'acheter une mini-jupe noire très courte, une chemise blanche, des bas et des chaussures. Tous ces articles avaient été payés avec la carte bancaire de Christine. Les policiers ne croyaient pas qu'il s'agissait d'une simple coïncidence et ils pensaient qu'elle avait probablement été piégée par un escroc dont les intentions restaient floues. Presque de la même manière que Suzanne, mais heureusement, elle avait été accompagnée de son mari. Cependant, aucune information sur Victor n'a été trouvée. Les enquêteurs ne savaient pas comment le retrouver. Les policiers se sont de nouveau tournés vers les colocataires de la disparue. Elles se sont souvenues que Christine se préparait effectivement pour un casting, mais elles ne se souvenaient pas des détails. En discutant, elles ont précisé que cela avait clairement un lien avec James Bond. Elles ont raconté que Christine était très excitée à l'idée de cet événement, et la description de sa tenue, une chemise et une mini-jupe, correspondait exactement aux craintes des officiers. Christine avait peur d'être en retard pour l'audition, qui était prévue pour 17h30. Elle portait cette tenue provocante, demandée par l'agresseur de Suzanne, et probablement aussi par celui de Christine. Les détectives ont continué à revoir les enregistrements des caméras pour retrouver Victor. Finalement, ils ont pu le retrouver dans le magasin où les employés se souvenaient de lui. Mais la qualité de l'image était si mauvaise qu'il était impossible de distinguer les traits de son visage. Cependant, cela restait une piste. Grâce aux témoignages des témoins, les enquêteurs ont pu reconstituer l'apparence présumée du criminel. Le 26 février, les enquêteurs ont établi un portrait robot du principal suspect dans la disparition d'une jeune femme. Un détective chevronné a rapidement identifié Victor Paleologus, un homme récemment libéré sous condition après une série de crimes à caractère sexuel. Connu pour piéger ses victimes en leur promettant des soirées mondaines ou des opportunités hollywoodiennes, Victor avait déjà un lourd passé. Il avait attaqué Christine Klugian dans des circonstances similaires, et d'autres femmes, comme Cathy DiBuona et Heather, avaient également été victimes de ces tentatives d'agression. Malgré plusieurs plaintes et des comportements répétés, il avait longtemps échappé à des peines sévères, bénéficiant souvent de sursis. Ce n'est qu'après l'agression de Heather, qui avait réussi à s'enfuir de justesse, qu'il avait été condamné à 2 ans de prison. Son mode opératoire, basé sur la tromperie, la manipulation et la violence, faisait de lui un prédateur aguerri, rôdant notamment près du Walk of Fame, ciblant les jeunes femmes attirées par le rêve hollywoodien. Mais le 20 janvier 2003, il avait été libéré sous condition. Cela ne faisait que 3 semaines qu'il avait été libéré lorsque Christine Johnson a disparu. Il s'est avéré qu'à peine libéré, le criminel avait repris ses mauvaises habitudes. Lorsque la police a commencé à le rechercher, il était déjà sous arrestation. Cette fois, il avait volé un BMW X5 à Beverly Hills et avait tenté de le vendre avec des documents falsifiés. Après son arrestation pour vol, un portefeuille contenant une grande quantité de cartes d'identité, de cartes de crédit et d'autres documents volés a été retrouvé sur lui. Victor correspondait au profil du criminel dans l'affaire de la disparition de Christine, et il agissait selon le même modus operandi, tout concordait.
C'est pourquoi les policiers ont décidé de montrer sa photo à Suzanne, qui avait échappé à une attaque grâce à son mari. À la station de police, elle a immédiatement reconnu sa photo parmi d'autres. Puis, lors de l'identification, elle a également pointé du doigt Victor, déclarant qu'elle l'avait reconnu immédiatement, bien qu'il ait clairement tenté de modifier son apparence. L'homme s'était légèrement courbé, avait allongé un bras plus que l'autre et avait coiffé ses cheveux différemment, mais la supercherie a été découverte. Dans un autre interrogatoire, le mari de Suzanne, qui avait essayé d'arrêter le criminel, l'a également reconnu. Malheureusement, le gardien de parking où la voiture de la disparue a été retrouvée n'a pas pu identifier le criminel, car il l'avait vu de loin dans l'obscurité et n'avait pas pu distinguer son visage. Victor était en détention à ce moment-là, mais le jour de la disparition de Christine, il était en liberté. Lors de son interrogatoire, le criminel a nié toute implication dans la disparition de Christine et a également nié avoir eu des contacts avec Suzanne, bien que toutes les preuves montraient le contraire. Victor a refusé de parler au détective sans son avocat. Il a expliqué qu'il venait d'être libéré sous condition et qu'il avait peur d'être piégé. Les enquêteurs ont donc continué à rassembler des preuves contre lui. Un nouveau témoin est vite apparu. Il s'agissait d'un agent immobilier qui avait travaillé avec Victor ces dernières semaines et trouvait son comportement étrange. Le suspect cherchait à acheter une maison d'une valeur maximale de 700 000 $. Ils avaient visité plusieurs propriétés chaque jour. Les choses ont continué ainsi jusqu'à ce qu'une nouvelle information parvienne concernant la disparition des documents et des clés de l'une des maisons. Cependant, l'agent immobilier n'avait même pas pensé que le voleur pouvait être son client. Mais lorsqu'il a vu la photo de Victor à la police, tout est devenu clair. Le témoin a également reconnu le criminel. Selon ses dires, ils s'étaient rencontrés la veille de la disparition de Christine. Ce jour-là, Victor s'était comporté de manière étrange, il était nerveux. Dans l'une des maisons qu'il visitait, il était allé aux toilettes et avait crié depuis là, prétendant tester l'isolation phonique. Les policiers ont supposé que cela pourrait être une méthode pour choisir un endroit avec une bonne isolation phonique pour commettre ses crimes. Les policiers ont examiné chaque maison que le criminel avait visitée, en particulier celle qui semblait l'intéresser particulièrement. Il s'est avéré que cette maison était située dans la zone où le téléphone de la disparue avait été localisé pour la dernière fois, ce qui était également suspect. Les policiers ont cherché des indices, des preuves qui pouvaient pointer vers Christine. Peut-être son corps était-il caché dans cette maison, mais ils n'ont rien trouvé. Pendant ce temps, des perquisitions étaient en cours dans l'appartement de Victor. Sur son ordinateur, les enquêteurs ont trouvé des photos de femmes portant sa tenue fétiche, la mini-jupe, la chemise blanche, les bas et les talons aiguilles. À ce moment-là, l'enquête avait déjà duré 12 jours, mais la famille de la disparue continuait d'espérer son retour vivant. Victor, quant à lui, continuait de nier toute implication et ne se pressait pas pour partager des informations avec les détectives. Il a seulement confirmé qu'il avait vu Christine, mais après cela, elle était partie et il ne l'avait plus revue. Victor Paleologus, né en 1962 en Pennsylvanie, est issu d'une famille ordinaire et le benjamin d'une fratrie de 5 garçons. Diplômé d'études supérieures, il s'était installé à Los Angeles pour poursuivre sa formation. Marié entre 1990 et 1993, il avait déjà été soupçonné d'avoir tenté d'empoisonner sa femme en 1991 après qu'elle a porté plainte contre lui. Son projet de lancer une entreprise de restauration ayant échoué, Victor semblait s'être peu à peu renfermé, nourrissant frustration et amertume. Avec le temps, son obsession pour les femmes attirantes s'était transformée en pulsion criminelle. Lors de la disparition de Christine, Victor a présenté un alibi, confirmant qu'il avait dîné au restaurant avec un ami. Toutefois, les enquêteurs savaient qu'il avait suffisamment de temps pour commettre une agression dans la soirée. Un nouveau témoignage reçu le 1er mars a ravivé les soupçons. Un homme affirmait avoir vu Christine le 15 février, à la recherche d'une maison ressemblant à un château. Elle avait même appelé le service de renseignement pour obtenir l'adresse. Cette description faisait écho à une maison où Victor aurait précisément testé l'isolation phonique, renforçant les soupçons contre lui. Pendant que les enquêteurs travaillaient sur cette nouvelle information, un autre événement a eu lieu. Le 3 mars 2003, 4 adolescents se promenaient dans les collines d'Hollywood. Ils admiraient la vue magnifique sur Los Angeles depuis le sommet.
jusqu'à ce qu'un d'entre eux se rapproche du bord et aperçoive un objet étrange à environ 100 mètres en dessous. Les adolescents ont commencé à regarder de plus près, pensant que c'était un mannequin. Ils ont commencé à descendre mais n'ont pas pu atteindre l'objet. Cependant, ils se sont approchés suffisamment pour comprendre que ce n'était pas un mannequin, mais un corps humain. Les jeunes témoins ne savaient pas quoi faire, n'ayant pas de téléphone portable avec eux. Ils ont décidé de se rendre à la police et en chemin ont rencontré une femme qui promenait son chien. Les adolescents lui ont raconté leur horrible découverte. Elle a pu s'approcher plus près et confirmer la vérité. Les jambes de la victime étaient liées et enveloppées dans un tissu bleu. Elle portait un sweat à capuche gris. Ses mains étaient liées derrière son dos. Et à son poignet droit, il restait un élastique à cheveux. La femme, horrifiée, a appelé la police. Peu après, la police et les secouristes sont arrivés sur place et ont eu beaucoup de mal à retirer le corps des collines d'Hollywood. Le criminel espérait probablement que le corps ne serait jamais retrouvé ici. Peut-être que cela aurait été le cas si ce n'était pour les adolescents curieux qui s'étaient aventurés dans ce quartier difficilement accessible. Le corps de Christine Johnson a été retrouvé près d'une maison que Victor Paleologus avait précédemment visitée avec un agent immobilier, une maison qu'il trouvait particulièrement attrayante. L'identification a été confirmée par le médecin légiste. Le cadavre présentait de nombreuses contusions, des égratignures, un hématome crânien, des marques d'étranglement et une oreille arrachée, signe d'une lutte intense. Le décès a été attribué à un traumatisme crânien et à une strangulation. Le corps, laissé plusieurs jours sous une chaleur intense puis exposé à la pluie, était en état de décomposition avancée. L'alibi de Victor s'est rapidement effondré. Il prétendait avoir dîné avec un ami nommé Joe le soir de la disparition, mais l'enquête a révélé qu'il ne s'agissait que d'une connaissance. Selon ce dernier, leur rendez-vous avait eu lieu bien plus tard que ce que Victor avait affirmé, et celui-ci était arrivé avec des égratignures au visage, prétendant s'être blessé lors d'un déménagement. Les enquêteurs ont alors reconstruit les événements. Victor aurait repéré Christine dans un centre commercial. Comme à son habitude, il s'était fait passer pour un professionnel du cinéma et lui avait proposé un rôle de petit ami de James Bond dans un faux casting. Convaincue par ce discours flatteur et manipulée par ses promesses, Christine s'était rendue dans une maison choisie par Victor pour ce prétendu casting, après avoir demandé son chemin à l'annuaire. Ce fut un piège. Lors de la rencontre, elle a tenté de résister à son agresseur, griffant même son visage. Elle n'avait nulle part où fuir, et l'homme s'est avéré être plus fort. Victor l'a maîtrisée, abusé d'elle et a tué la jeune femme pour qu'elle ne puisse pas le dénoncer. D'abord, il l'a frappée à la tête et l'a étranglée, puis il a jeté son corps sur les collines d'Hollywood. Le pire, c'est que le traumatisme crânien et l'étranglement n'ont pas provoqué sa mort immédiatement. Elle a simplement perdu connaissance, et le criminel a cru qu'elle était morte. Lorsque le meurtrier a jeté son corps sur les rochers, elle est tombée d'une hauteur assez importante et a subi encore plus de blessures. Elle a alors repris conscience. Christine est morte lentement et douloureusement dans cet endroit, sans avoir attendu d'aide, et ce n'est qu'au bout d'un certain temps qu'elle est décédée. Le 12 mai 2003, Victor Paleologus a été officiellement inculpé pour enlèvement, abus et meurtre au premier degré. Mais malgré la gravité des accusations, la défense s'est appuyée sur un manque de preuves matérielles directes. Aucun ADN, aucune empreinte, aucune vidéo ne liait clairement Victor à la scène du crime. Le corps de Christine ayant été retrouvé 2 semaines après sa disparition, la décomposition avait effacé de nombreuses traces exploitables. Face à cette incertitude, les procureurs ont misé sur un autre levier, le témoignage d'anciennes victimes. Toutes ont dépeint Victor comme un manipulateur habile, usant toujours du même stratagème. Fausses promesses de casting, compliments flatteurs, lieux isolés, pour piéger ses proies. Ce schéma répétitif, quasi mécanique, a permis à l'accusation de convaincre le jury que Christine était bien tombée dans le même piège. Alors que le procès traînait en longueur, Victor a tenté un coup de dernière minute. Il a proposé un accord pour éviter la peine de mort. Il a reconnu sa culpabilité pour un crime de moindre gravité, à condition que la famille de Christine accepte. Épuisés par 3 semaines de procès douloureux et incertains, les proches de la victime ont accepté, soucieux d'obtenir enfin justice. Mais au moment du verdict, Victor a tenté de se rétracter, adressant une pétition de 11 pages au juge pour annuler sa déclaration de culpabilité.
En vain. Le tribunal l'a reconnu coupable de toutes les charges. Il a été condamné à la prison à vie, avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Merci d'avoir suivi cette affaire glaçante jusqu'à la fin. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers des affaires criminelles. À bientôt.